Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h. On décrypte l'actualité économique, financière, boursière avec nos deux experts. J'accueille sur le plateau Théodore Stanton, le manager chez Haussmann Consulting Group. Bonjour Théodore. Bonjour Fabrice. Et Laurent Pensée, gérant chez Palatine Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors messieurs, édito il y a quelques minutes sur les banques, ces banques qui inquiètent. On a quand même des baisses de 20 pour les moins pires à 60%, ça c'est du côté des banques italiennes. Les facteurs de cette débâcle, c'est parti justement des créances pourries, ensuite il y a eu les inquiétudes sur le gaz, le pétrole, enfin qui va rembourser, et enfin les coco bonds. Qu'est-ce qui vous semble le plus pire ou le moins pire, Théodore Stanton? Alors, finalement, l'élément, je pense, le plus important, c'était surtout sur les banques italiennes. On a encore des inquiétudes sur les créances douteuses. On a en général un taux de défaut qui continue d'augmenter. Donc, c'est ces inquiétudes qui restent sur le devant de la scène. On a un petit changement législatif qui est en train d'être passé la semaine dernière en Italie sur le secteur. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Après, on a eu beaucoup d'actualités sur les coco bonds. Les coco bonds ont quand même beaucoup d'intérêt. En tout cas sur leur forme, puisque c'est cet outil qui permet d'avoir des ratios prudentiels pour les banques et d'éviter pour les États de devoir faire un bail-out avec la conversion directement de ces obligations COCO en equity. Voilà, alors on rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est vrai que c'est un produit mutant mais qu'on apprend très très vite à découvrir. Coco Bonds, c'est Contingent Convertible Bonds. À la base, c'est une obligation qui a la particularité de pouvoir se transformer en action, c'est-à-dire que s'il y a un problème sur ces banques, sur les banques émettrices, eh bien ces obligations ne sont pas remboursées comme d'habitude, mais se transforment en action. Le problème, c'est qu'en ce moment, quand il y a une perte, une baisse très sensible de l'action, c'est pratiquement une baisse assurée, une perte assurée pour le porteur. Alors, finalement, c'est la baisse de la rentabilité qui pourrait transformer l'obligation des COCO, de ces contingents convertibles bonds, à être transformé en equity, et qui dit dilution du nombre, enfin d'augmentation du nombre d'equity, dit baisse des equity. On se retrouve un peu dans ce cycle où c'est vraiment la baisse de la rentabilité du secteur européen, la baisse des taux encore anticipée par la BCE au mois de mars. Tous ces éléments font qu'on retrouve, mais c'est dans une situation qu'on a retrouvée aussi dans d'autres pays. On l'a retrouvé chez Crédit Suisse, on l'a retrouvé sur pas mal de valeurs. Donc c'est une inquiétude sur la rentabilité du secteur bancaire, sur un business model qui est mis à mal, même en Europe avec les fintechs. Enfin, on est dans un changement comme de paradigme. Oui, les banques européennes, Laurent Pensée accuse cette baisse donc de 20 à 60%. Est-ce que on sait que les banques sont aussi un marqueur souvent des crises? Il n'y a pas de bon crack finalement, c'est un crack sur les bancaires historiquement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cas par exemple des banques italiennes, il y a un nombre de banques qui est complètement hallucinant puisqu'il y a plus de 700 banques, il y a deux grands établissements et il y a plus de 700 petites banques. Donc peut-être que ça va permettre de nettoyer le secteur et justement de revenir à plus de raisons. Oui. Est-ce que justement vous pensez qu'il y a encore des choses à faire, où on peut encore creuser justement sur ce secteur bancaire? Ça va continuer à baisser selon vous? Alors, est-ce que ça va baisser? J'en ai absolument aucune idée. Ce qui est certain, c'est que, vous l'avez dit précédemment, on accuse déjà des déficits de jusqu'à 60%. Évidemment, on peut aller jusqu'à 0, mais parfois il faut raison garder. Et puis de toute façon, la meilleure courrière de transmission dans l'économie, c'est quand même la banque. Donc j'imagine que nos autorités réglementaires, à un moment donné, vont taper du poing sur la table. Et même si on considère qu'elles ont plus grands moyens, en particulier pour la Banque Centrale Européenne, même si sa crédibilité est entamée, il y a encore du grain à moudre et on remontera, c'est certain. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est certain. Alors justement, c'est ce qui est attendu, parce que c'est vrai que sur le pétrole, on ne peut pas faire grand-chose. C'est plutôt du côté de l'OPEP. On attend maintenant, pourquoi pas, beaucoup du G20 financier qui aura lieu dans une semaine à peu près. Est-ce que ça pourrait être la solution, justement, de remettre un peu les cartes sur la table, de dire bon, là où on en est, est-ce qu'on peut envisager des garde-fous politiques cette fois plus qu'économiques? Sur le secteur bancaire en particulier? En général, sur ce côté-là, le G20 est assez peu prolifique en termes de décisions majeures. Donc pour le secteur européen, je pense qu'on va plutôt se focaliser sur la BCE pour ce genre de décision et notamment de remise à plat du système et de travailler justement des synergies entre banques, des fusions, etc. et continuer dans cette logique-là plutôt. Super Mario de nouveau à la manœuvre, et c'est vrai qu'il a plutôt rassuré en janvier. Nos limites, a-t-il dit, et pourtant on a l'impression que si on passe de 60 à 80 milliards sur le rachat des obligations, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Alors,
passer de 60 à 80 milliards, effectivement, aura une incidence. Elle aura une incidence sur le secteur bancaire, elle aura une incidence sur les taux de crédit. Donc finalement, ça va encore stimuler l'activité de croissance. Est-ce que ça va donner une nouvelle envolée sur les marchés actions européens? Aujourd'hui, on sait que la problématique, elle n'est pas sur la croissance européenne. À quelques exceptions près, on a vu la production industrielle un petit peu rentrer en fin d'année. Sont des petits facteurs. Sur le long terme, on est comme dans une dynamique qui est bien meilleure en Europe qu'elle ne l'était il y a 12 ou 18 mois. Les inquiétudes, elles viennent vraiment de l'Asie. Elles viennent de la Chine. On a heureusement ce matin un petit peu d'espoir vis-à-vis du Japon, mais qui vient du fait que finalement le plan AB ne fonctionne pas et qu'il faudrait en remettre un petit peu sur la table pour permettre d'avoir ce relais de croissance et ce cycle vertueux au Japon. Et finalement, aux États-Unis, on est parti, on a tiré des conjectures dans tous les sens avec une hypothèse de récession en 2016, alors que finalement les chiffres aux États-Unis ont été effectivement un petit peu mis à mal à partir de la période octobre, novembre, décembre. Mais on est quand même dans des chiffres qui sont robustes avec, là, on a une vague importante cette semaine de chiffres sur l'activité dans les services, qui est quand même le nerf de la guerre aux États-Unis. Et pour l'instant, finalement, tout ne va pas si mal qu'on nous le dit. Oui, c'est vrai qu'on s'est inquiété. Vous avez été surpris, alors on pensait par cette chute brutale à partir du début d'année. Moins 5%, on s'est dit mauvais démarrage. Moins 10%, on s'est dit bon, c'est peut-être le moment des soldes. Moins 15, moins 20, ça commence à paniquer. Chez Palatine, vous avez pu observer non, alors, chez Palatine, ça panique jamais. Hein. Bien. Mais je pense... De la part de nos clients. Non, mais du côté du passif, mais encore plus du côté de l'actif, effectivement, ça ne panique jamais. Mais je crois que c'est le cas aussi dans un certain nombre de sociétés de gestion. Il faut quand même voir qu'on est quand même entre professionnels et qu'on n'est pas là pour paniquer. On a quand même, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc je dis pas que j'ai vécu la crise de 87, que j'ai vécu tout un tas de choses. Mais pour autant, on sait très bien que ça surréagit à chaque fois. Donc, est-ce que les 25-30% de l'an passé étaient pérennes? Oui, certainement, puisqu'on les a enregistrés, mais ça ne peut pas monter éternellement. Donc, il y a une correction depuis le début de l'année. On revient à zéro depuis janvier 2015. Eh bien, tant mieux. Comme on pouvait le dire précédemment, ça permet de retrouver des opportunités et de repartir de l'avant. Alors, est-ce qu'on est surpris par cette surréaction? Non, parce qu'en fait, on surréagit toujours. Donc, en fait, on est plus surpris par la surréaction. Alors, est-ce qu'on va réagir maintenant ou surréagir dans l'euphorie? On a vu en tout cas que du côté de Tokyo, ça se passait très bien ce matin. On a une petite hausse, une belle hausse quand même ce matin à 2,5%. On repasse le cap des 4100 points pratiquement. Est-ce que vous pensez que ça va être un rebond temporaire dont il faut profiter, ou au contraire, puisqu'il y a aussi l'analyse technique qui nous dit attention, on pourrait aller beaucoup plus bas, est-ce que c'est un moment où c'est léger? C'est une vraie question pour ceux qui nous regardent. Alors, comme monsieur l'a dit précédemment, il est certain qu'on a beaucoup baissé, donc effectivement, on va se racheter. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour se racheter, puisque de toute façon, il y a eu quand même, quoi qu'on en dise, pas mal de ventes à découvert. Donc, il faut pouvoir à un moment donné retrouver ses petits. Est-ce qu'on va baisser davantage? J'ai toujours une optique différente. Je me dis que si on baisse davantage, alors ça va peut-être faire hurler 1000 personnes là encore, mais si on baisse beaucoup, on moyenne à la baisse, si on a des convictions fortes. Donc il faut plus le transformer en opportunité, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on fait de la sélection de valeur. Alors baissons, on se rachètera. Est-ce que le rebond est durable? On l'a vu encore précédemment, monsieur l'a dit, il y a une situation économique qui est quand même pas si mauvaise que ça. Alors en Europe, on nous dit, ah ben ouais, mais 1% de croissance, etc. Mais l'Europe, c'est ça, c'est 1-2% de croissance. On sait très bien qu'on n'est pas la zone leader. La zone leader, elle est d'un côté du Pacifique, des deux côtés du Pacifique. Hein, nous, on est encore centré sur l'Atlantique. Et on voit qu'aux États-Unis, effectivement, on a des États-Unis finalement qui sont sur la voie de l'européanisation. On voit qu'effectivement, le chômage augmente. Alors il y a un effet peut-être trompe-l'œil parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne vont plus s'inscrire et que finalement on n'a pas ces croissances en V qu'on avait en sortie de crise. On a plus une croissance molle aujourd'hui telle qu'elle apparaît un petit peu en Europe. L'expression de croissance en racine carrée qui avait été évoquée en 2009-2010 s'est avérée être le bon pronostic. Ceux qui avaient prévu la croissance en W espèrent que c'est pour maintenant. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a vu des choses complètement aberrantes sur les marchés sur la semaine dernière. On a vu notamment le spread
souverain de l'Allemagne s'écartait très fortement avec Deutsche Bank, avec des perceptions même parfois, on a vu dans certains journaux américains, où ils ont confondu la Bundesbank avec Deutsche Bank. Donc il y a aussi des phénomènes qui sont complètement exacerbé par ce besoin de sortir dans les marchés, avec un sentiment extrêmement baissier. Si on regarde le sentiment des analystes, il n'a jamais été aussi bearish aux États-Unis. Et finalement, ce qu'on a vu beaucoup sur cette fin de semaine, qu'on risque de voir peut-être encore un peu sur cette semaine, c'est de la couverture de positions short. C'est des gens qui sortent, qui enregistrent leurs profits. Ils ont gagné 20% sur la baisse. Ouais. On explique qu'on ne gagne pas de l'argent uniquement quand le marché monte. Il y a aussi des gens qui jouent la baisse. On vend à 100, on rachète à 80 ou à 50 et on encaisse la différence. Même question que pour Laurent Pensée. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un rebond qui peut être durable ou est-ce qu'on finalement on est sur une tendance baissière ancrée et on peut aller encore plus bas? Non, je pense qu'on est plutôt à l'image de la racine carrée encore. On est plutôt sur un plat. On a creusé. Aujourd'hui, on rebondit vers des valeurs qui sont plus stables. On va retrouver justement cette fin d'aberration. Maintenant, pour qu'on ait, on a en face, on a la Fed. La Fed n'a probablement pas fini son cycle de hausse pour 2016, malgré les anticipations actuelles du marché, qui ne voit plus rien pendant encore très longtemps. Mais on est quand même dans un univers qui est un petit peu contraint. L'Europe reste relativement contrainte. Il faut que la BCE permette à l'activité de croître un peu plus. On a des belles surprises. On a des belles surprises effectivement côté Espagne, sur les périphériques. On a des bonnes nouvelles aussi dans les pays du Nord. Quand la Riksbank baisse encore ses taux et que le PMI est à 60. PMI à 60 dans les services, je crois qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui seraient ravis de cette configuration-là. Un mot justement des banquiers centraux. On avait un grand oral pour Janet Yellen la semaine dernière qui n'a pas dit grand-chose finalement. Non, elle se garde toutes les options sur la table. On a même l'impression qu'elle attend finalement que peut-être Mario Draghi, qui va agir sûrement en mars, le 10 mars ou pas, parle avant elle. C'est exactement ce que vous disiez, les Américains s'européanisent. Donc ça veut dire que maintenant la Banque centrale américaine va attendre le là de la Banque centrale européenne. C'est peut-être la plus belle des démonstrations. Eh bien, on verra ça effectivement avec Janet Yellen. De mémoire, c'est le 17 mars et Mario Draghi aux alentours du 10 mars. Là aussi, les options sont sur la table. Donc, ça peut être un catalyseur. Effectivement, ces banquiers centraux, une fois de plus, le marché reste suspendu à leur petite phrase. Bien sûr, c'est vrai qu'on attend le Japon. La BCE a ouvert la porte en disant on sera là en mars. Et tout ce qu'on sait, c'est que le FOMC a envie de faire très profil bas, puisque effectivement beaucoup d'éléments vont en défaveur de l'économie américaine, notamment la forte force du dollar qui a handicapé toute l'activité exportatrice. Mais en même temps, si on regarde le marché de l'emploi, à l'image des inscriptions hebdomadaires au chômage de jeudi dernier, on est sur un niveau extrêmement robuste. On a une création en janvier d'emplois qui était bonne, y compris dans le secteur manufacturier. Donc on est même dans une hypothèse où les gens se demandent si la production industrielle n'aurait pas rebondi en janvier. Ah d'accord, ça sera à contre-courant de ce qu'on entend, États-Unis en récession, etc. Exactement, on a eu des chiffres sur l'immobilier qui étaient extrêmement bons. On a une activité qui, en tout cas pour cette première partie de 2016, est sans comparaison avec le 4e trimestre de 2015. Bon, des motifs donc d'espérer, vous l'avez compris ce matin, pour nos deux experts. On est peut-être allé un petit peu à l'excès dans le pessimisme. On voit dans un instant quelle allocation choisir pour ce début d'année. Et oui, on est quand même au début. Où est-ce qu'on peut investir avec nos experts? À tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.